Bonjour Raphaël de Vitoris. Bonjour. Raphaël de Vitoris, vous êtes Crisis Manager Group chez Michelin. Vous êtes l'auteur de Surmonter les crises, idées reçues et vraies pistes pour les entreprises, édition Duno. Vous êtes docteur en sciences de gestion à l'Université du Havre, Normandie. Tout à fait. Alors, on peut surmonter les crises. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez raison de mettre un pluriel, hein, c'est qu'il y a des crises. Tout à fait. C'est évident. Et donc, votre thèse, c'est qu'on peut les surmonter. Ma thèse, c'est qu'on peut y survivre et surmonter, les gérer, peut-être y songer dans un deuxième temps, d'abord avoir l'humilité d'essayer d'y survivre. Voilà. Alors, concrètement, peut-être les motivations, alors les motivations de l'ouvrage. Je sais que vous êtes très sensible notamment à un auteur. Oui, tout à fait. C'est un auteur qui m'a influencé lorsque j'ai travaillé sur mon doctorat, Nassim Taleb, et lorsque j'ai travaillé sur cette thèse encadrée par le professeur Sophie Cross, en fait, j'avais tout un tas de réflexions périphériques à mon sujet de thèse qui venaient colorer des observations que je faisais sur le terrain. Et j'ai réuni ça dans un ouvrage qui a pour vertu d'essayer de s'inspirer du travail de Nassim Taleb, mais sans vraiment le reprendre totalement, et me l'approprier au regard des observations qui sont les miennes. Un parfait exemple de la façon dont la théorie peut nourrir la pratique aussi. Exact. Voilà. Alors, premier point, vous nous dites les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est un des points tout à fait que j'aborde dans l'ouvrage. Donc, c'est un point qui arrive un peu en amont de la crise proprement dite. Le signal faible, en fait, c'est un concept qui arrive dans les années 70 avec Igor Antsov et en fait, appliqué au monde de la gestion de crise, ce concept amène à considérer qu'une crise est précédée d'un faisceau d'informations qui amène à pouvoir la prédire, la voir arriver et donc l'éviter ou du moins amoindrir ses impacts. Malheureusement, les faits montrent que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Et l'époque très data dans laquelle on est amène à proposer tout un tas d'outils qui engagent ou qui amèneraient les entreprises à essayer de créer une veille totale du réel. Et mon approche dans cet ouvrage, c'est de dire aux entreprises, notamment les petites, attention, vous allez utiliser beaucoup de ressources. Peut-être vaut-il mieux se focaliser sur les risques forts et aussi se préparer à affronter un peu n'importe quoi. C'est peut-être un pari judicieux dans l'utilisation de vos ressources limitées. Bien sûr, des risques majeurs, on pourrait presque dire. Exactement. Alors, et évidemment, chez Michelin, crise sanitaire, etc., vous avez vécu ça en direct. On a vécu ça en direct. Enfin, j'ai même vécu ça en direct. J'ai été leader pendant un moment de la cellule de crise du groupe et j'ai pu mettre en pratique non seulement des choses que j'avais évoquées dans mon doctorat, des choses qui sont dans ce livre-là, qui sont des émanations directes de l'expérience qui a été la mienne. Et j'ai pu vivre en direct la mobilisation d'un groupe en entier de 130 000 personnes et toute la mécanique qu'il y a derrière pour des enjeux qui sont ceux qu'on connaît. Et donc, j'ai pu le vivre dans mes chairs, oui, tout à fait. Deuxième point très intéressant, le leader. Alors, le leader, c'est la fonction de la gestion de crise. Souvent, lorsque les ouvrages traitent de la gestion de crise, ils traitent du leader. Et on a une vision un peu fantasmée, selon moi, du leader. Une vision à la fois gaullienne et un peu hollywoodienne. Où en fait, elle est ultra incarnée. Donc, on a un leader et c'est avec un fonctionnement top-down, avec un leader charismatique. La réalité n'est pas forcément à la hauteur de notre imaginaire collectif. Même si on a des très bons leaders. Il n'empêche, ma position dans l'ouvrage, c'est de dire attention, on a un point de fragilité. Parce qu'en fait, le leader est soumis à sa propre cognition. Et donc, les études ont montré que lorsqu'on est soumis à une situation anxiogène avec une pression temporelle, il y a un phénomène cognitif qui arrive et qui fait qu'on a tendance à ne pas retrouver les schémas les plus sophistiqués pour réfléchir. Et donc, on appelle ça le phénomène de régression. Et on prend des heuristiques, des courts-circuits, des stéréotypes qui permettent de traiter ça plus rapidement et parfois à mauvais escient. Il y a tout un tas de biais qui s'expriment à ce moment-là. Et donc, je peux en citer quelques-uns. Sans rentrer dans le détail, il peut y avoir le biais du champion, le biais d'appropriation, le biais d'ancrage, le biais de narration. Il y a tout un tas de biais que j'ai pu observer à diverses reprises dans différentes cellules. Et l'idée pour nous, c'est de dire peut-être que le leadership incarné en une seule personne n'est peut-être pas la meilleure méthode. Peut-être il y a des ouvertures, des voies vers lesquelles on pourra aller, qui seraient plurielles. Et peut-être qu'il faudrait passer du leader chef de guerre au leader chef d'orchestre. Et quand on regarde la métaphore avec le chef d'orchestre, il tourne le dos au public, il n'attend pas les applaudissements.
C'est le seul qui ne fait pas de bruit dans l'orchestre. Il connaît tous les instruments, mais il est moins bon individuellement que chacun des artistes qui sont en présence. Pourtant, c'est lui qui donne le tempo. Donc, c'est une sorte de facilitateur de l'ombre. Et j'engage les organisations à réfléchir à ce rôle-là. Extrêmement intéressant. Warny, attention à l'héroïsation, Tout à fait. Et, au risque que ça comporte. Troisième point très important pour vous, le retour d'expérience. Oui, c'est un gros chantier dans l'ouvrage, tant ce point est l'output absolu qu'on voit en gestion de crise. C'est ce qu'on sort de la gestion de crise. Et donc, attaquer ce point-là, c'est attaquer l'Himalaya. Et mes observations m'ont amené à voir un problème, selon moi, organisationnel et fonctionnel de la chose. C'est que, dans la méthode, on a souvent une concaténation des données qui amène à une synthèse ou à prendre un tour de table dans lequel les leaders s'expriment les uns les autres pour se faire un narratif. Déjà, le mot me pose problème, de la crise, et de là en découleront un plan d'action et peut-être, pourquoi pas, de l'élaboration de nouveaux signaux faibles, de détection de nouveaux signaux faibles, pourquoi pas. Et donc, mon problème là-dedans, c'est que, selon moi, c'est propice à l'expression de plein de biais cognitifs. Désolé, je reviens sur les biais dont j'ai parlé précédemment. Et donc, vous avez le biais d'ancrage, qui parle en premier ? Il va influencer les autres. Vous avez le biais du champion, celui qui est le plus légitime théoriquement sur le papier va influencer les autres. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle la communication silencieuse, le fait que les autres ne répondent pas crée une illusion d'adhésion. Vous pouvez avoir le biais d'appropriation, où les gens se disent ce qui est bien arrivé de bien, c'est grâce à moi, ce qui n'est pas arrivé de bien, c'est la faute à pas de chance. Et outre les biais qui sont involontaires, vous pouvez aussi avoir des conflits d'intérêts. Et en fait, selon moi, dans ce magma dans ce magma de biais, on en tire un plan d'action qui va peut-être modifier la planification de crise. Moi, je trouve ça dangereux. Et je propose peut-être d'autres méthodologies, non, parce que l'apprentissage est fondamental en gestion de crise, mais peut-être d'autres moyens d'apprendre pour essayer d'objectiver la démarche avec des observateurs permanents de la cellule de crise, plutôt indépendants ou du moins autonomes vis-à-vis de la cellule, et qui aurait un modèle d'analyse qui se rapprocherait, si je voudrais faire une métaphore, à celui, et d'ailleurs c'est une métaphore que j'utilise dans le livre, à celui du commentateur sportif. Donc je sais que ça a l'air un peu cavalier quand je le dis comme ça, mais je crois vraiment à cette possibilité d'analyse. Extrêmement intéressant. Vous venez de l'évoquer, en fait, la question clé, c'est l'apprentissage. Vous avez le sentiment que proposer de surmonter les crises, premier apprentissage à faire, c'est la crise, c'est pas rare. Finalement, on passe notre temps à surmonter les crises quand on est en management. Alors, après, il y a des ampleurs. Non, mais évidemment. Tout à fait. Tout est une question de dimension. Et puisqu'il y a une crise pour vous, n'est peut-être pas pour moi et inversement. Et vous avez raison. Selon la dimension qu'on lui donne, la crise n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît. J'aurais tendance même à dire que la crise est moins rare qu'avant. Là, je me fierais à un auteur qui compte beaucoup pour moi, Charles Perrault, qui en 1984 a écrit un livre sur la théorie des accidents normaux, qui montrait le caractère, parce que si j'essaie de dire le mot, je vais bafouiller. Inéluctable. L'inéluctabilité, voilà, j'y suis arrivé. Le caractère inéluctable des crises, du fait d'un double phénomène, qui est que la complexification systémique de toutes les organisations, qui est encore en cours, et le couplage des activités, qui rend l'immédiateté, l'accélération et l'effet boule de neige totalement contrôlables. Et depuis qu'il a écrit son livre en 1984, je n'ai pas eu l'impression qu'on ait fait marche arrière, au contraire. Et ce qui fait que, pour reprendre votre propos, la crise devient de plus en plus permanente, ou présente du moins, que ça ne l'était dans les décennies précédentes. Il est urgent de s'y préparer pour espérer la surmonter. Pour espérer la surmonter. Donc d'apprendre. Et Exactement. donc, pour apprendre, il faut lire Surmonter les crises. Exactement. Pratiquer et lire Surmonter les crises. Je suis d'accord. Merci Raphaël de Vitoris. Merci à vous.